À l'époque, Puma, tu gagnais 100 000 euros en plus sur ton contrat si tu étais champion du monde. Ah bah lui, il a 60K sur Instagram, peut être pas mal parce que je pense que là, il bouge bien. En plus, il a des thématiques intéressantes. Lui, dans 2 ans, il est à 300K, faut le prendre. Il s'est levé comme ça, il me dit « Pierre-Ambroise !» Je dis « Oui !» Il me dit « Je suis Pierre-Ambroise !» Je dis « Non, c'est moi Pierre-Ambroise !» Il me dit « Oui, mais moi aussi !» J'ai dit « On est Pierre-Ambroise !» On t'apprend à gérer une image de marque. J'ai jamais été le plus actif du monde sur Instagram. J'avais mon agent de l'époque qui me disait « Écoute, c'est l'avenir. Il faut absolument avoir une récurrence sur ce truc-là. » Upster avec Pierre-Ambroise Boss. C'est parti. Champion du monde. Voilà, on fait quoi? J'y vais ou pas? Pierre-Ambroise, la France t'a découvert un 8 août 2017 au moment où tu gagnes la médaille d'or dont tu as rêvé toute ta vie, celle du 800 mètres des championnats du monde d'athlée à Londres. Ce jour-là, tu donnes une interview d'anthologie au micro de Nelson Montfort. Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu es tout jeune retraité de l'athlé et tu te lances dans l'associatif en fondant The Clean Project qui vise à organiser des festivals écolos partout en France. On en reparlera. Si on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi pour parler un peu de ce que tu fais en termes d'activités en ligne. Tu me dis que tu n'y es pas beaucoup, mais en vrai, tu as pas mal de contenu quand même en ligne. Cybersécurité, moi. Et tu es assez suivi sur tes réseaux quand même. Mais d'abord, on a quelques quick questions, donc des petites questions rapides. Il y a un bel accent. Je te les pose au début et tu y répondras à la fin. En gros, tu les retiens un peu. C'est le burger de la mort? Exactement. Bon, je te les C'est le repose. upster de la mort. Ouais. Les questions sont les suivantes. Est-ce que tu as déjà croisé un autre Pierre-Ambroise dans ta vie? J'ai la réponse en plus. Elle est récente, je vais m'en souvenir. Aujourd'hui, tu fais combien de sorties par semaine? L'athlète dont on n'entend pas assez parler aujourd'hui, mais qui va tout déchirer dans les mois qui viennent selon toi. Le sport que tu aurais adoré faire à part l'athlète. Ta plus belle imitation, c'est laquelle, à part celle de Nelson, bien sûr. Ok. Bon, Pierre-Ambroise, bienvenue chez Upster. Il est malin, t'as vu, il passe tout de suite à autre chose pour que je les oublie. Ok. On est ravis de t'accueillir. Merci. Bon, Pierre-Ambroise, juste pour commencer, ça te vient d'où déjà cette envie de toujours faire le show en permanence? Ah non, mais je fais pas. Cette excitation. Je fais pas toujours le show en permanence du tout. J'ai des temps forts et des temps faibles. Tu vois, j'ai rarement des temps neutres. C'est surtout ça en fait. J'ai soit beaucoup d'énergie, donc j'aime bien donner, comme j'aime bien les gens. Voilà, ça me fait. Et généralement, quand on rencontre des gens avec la même énergie, ça fait des chocs à pic, quoi. T'as donc, des souvenirs de toi petit où t'étais genre déjà à fond comme ça? Est-ce que je sais pas, tes parents ils te filmaient? Est-ce qu'il y avait des des sketchs à la maison? On n'a jamais été trop dans la famille expressif en fait. J'ai un père assez réservé finalement. Ma mère, pareil. De toute façon, elle boit une goutte d'alcool, elle est bourrée. Donc ils font jamais trop finalement la fête. Mais on a une famille où c'est vrai que quand on se rejoignait tous entre cousins à Noël, c'était Astérix et les Gaulois, quoi. Il y avait 100 personnes qui gueulaient de partout. Et en fait, peut-être que j'ai été bercé dans ce truc-là. Et moi, je me suis révélé tard, on va dire. Ma personnalité un peu, on va dire, énergique, elle est arrivée bien plus tard. Donc, je sais pas. Je souffrais à l'école, si tu veux. Je souffrais du manque de sommeil. Donc, j'étais mort. J'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à rester plus d'1 heure concentré. Donc, c'était un peu dur. J'avais pas non plus des zéros à toutes les matières. Mais voilà, c'est pas à ce moment-là, tu vois, la cour de récré, moi, ça m'a jamais fait marrer, quoi. Et donc, vers 18 ans, c'est là où j'ai pu un peu m'exprimer, tu vois, où il n'y avait plus l'école obligatoire, entre guillemets. Et là, je faisais du sport, donc déjà, ça fait du bien. Et ça te permet aussi d'être bien dans ta peau, bien dans tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Et c'est à ce moment-là, moi, que c'est arrivé. Parce que toi, l'athlé, il arrive quand dans ta vie, en fait? Très jeune, j'imagine, vers le collège ou L'athlé, c'est quasiment toute ma vie, en fait. À 7 ans, je courais déjà. Voilà, je faisais des kilomètres, des crosses. Mais là, mais du coup, à quel moment c'est devenu quelque chose de professionnel, en fait? Tardivement, en fait. C'est pas comme au foot, on va te recruter, machin. Donc moi, j'ai fait sport-études quand même, donc seconde, première, terminale, voilà. Et c'est là que ça commence, il se passe des choses. Ce qui te permet d'être professionnel en athlète, c'est l'argent, rien de plus, tu vois. Ça fait en sorte que c'est un métier ou pas. Parce que sinon, c'est tellement précaire comme sport, ça fait partie des sports olympiques. Florent Manodou l'a très bien dit récemment. Les sports olympiques, on ne gagne pas forcément d'oseille et on est même parfois sous le seuil de pauvreté. Donc l'athlète, c'est un petit peu différent. Si tu te situes dans les 10 meilleurs mondiaux, ce qui est quand même dur, il y a beaucoup de disciplines, mais il y a beaucoup de monde surtout, là, tu peux gagner de l'argent. Mais c'est quand même très inégal, quoi, parce que la majorité, tu dis les 10%, c'est-à-dire que tu as 90% qui ont un métier à côté. C'est même pas 10%, des Français athlètes qui gagnent de l'argent, beaucoup moins.
en équipe de France, peut-être que tu as une dizaine de personnes qui gagnent bien sa vie, tu vois, hommes, femmes confondus. Toi, t'as fait partie des 10% au moment ou pas? Je gagnais un petit peu, ouais. Alors, je sais pas si- Avant le championnat du monde en 2017? Ouais, et le Déjà championnat du monde, ça m'a fait passer un rollover, je sais pas, c'était à l'époque Puma, tu gagnais 100 000 euros en plus sur ton contrat si tu étais champion du monde. Ah, et t'as une prime? Ce qu'on appelle, t'as la prime, mais tu as aussi le rollover. Donc c'est-à-dire que ton contrat, il augmente les années d'après de ce truc-là. Si tu peux plus redescendre. Sauf si tu fais des années blanches, et là, en fonction de ton contrat, tu as des trucs dégressifs dans des. Voilà. Par exemple, je sais que Nike à l'époque, je sais pas si on a le droit de dire les marques ici, Vas-y, lâche-toi. ils enlevaient 50% aux athlètes s'ils faisaient une année blanche. Année blanche, ça veut dire que tu cours pas du tout. Genre, tu fais 0 compète? Tu fais 0 compète et tu vas pas au championnat du monde, d'Europe, en fonction de l'année. Ils t'enlevaient 50%, tu vois. Ça fait chier, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Donc, Toi, moi, t'étais accompagné? T'avais un agent? Comment tu gérais tout Ouais, ça, quoi? j'ai eu la chance d'avoir un de mes meilleurs amis qui était, lui, ancien athlète. Donc, je l'ai rencontré à l'INSEP. Et en fait, quand il a arrêté, la transition, elle s'est faite avec moi. Donc, il est devenu agent. Il m'a donné d'abord 2-3 coups de main pour pas se faire piéger pour les sponsors. Voilà. Tu sais, parce que souvent, les sponsors, ils vont vers les athlètes. Et on est de la marchandise, hein, clairement. Les footballeurs, mais tous les autres athlètes aussi. Et donc, ils essaient de te baratiner, tu vois. Bon, on va te prendre 2 ans, voilà, on va te prendre 6 ans, on va te faire un contrat, il n'est pas si évolutif que ça. Donc, il y a des erreurs à pas faire. Moi, j'y connais rien, ces trucs-là. Fiscalité, je suis 0 en plus. Et donc, très rapidement, j'ai voulu me dédouaner de tout ça et faire mon sport. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéressait. Je voulais être champion du monde, moi, c'était ça. Hein. Donc, j'ai été accompagné. Après, dans l'athlète, tu es obligé de créer une cellule autour de toi. Tu vois, tu prends le préparateur physique qui te correspond le mieux, le coach, l'ostéo qui va pouvoir être mobile avec toi. Ça ressemble au tennis, en fait, mais sans argent. On t'apprend à gérer une image de marque à l'INSEP ou ailleurs? Enfin, je sais pas. À l'INSEP, tu peux le faire ailleurs. Hein. Ouais. Christophe Lemaitre a fait toute sa carrière. Renaud Lavillenie, ils ont fait toute leur carrière en dehors de l'INSEP. Ça s'est très bien passé pour eux. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à Paris. Et au comment ça se contraire, passe? ça peut être un effet pervers aussi, parce que Paris, c'est tellement la folie à tous les niveaux que ça peut aller trop vite. Et... Ça se passe comment, ce genre de coaching? Toi, tu as des souvenirs ou pas? À l'INSEP? Ouais, avant que tu deviennes champion, tu vois, si on te dit un jour tu vas être champion, voilà comment il faut réagir, ou, tu vois, est-ce que tu as des consignes, tu as des trucs? Est-ce qu'il te prépare à ce pic de notoriété ou autre? Voilà. Alors moi, je suis pas hyper connu non plus, mais j'ai eu des pics de notoriété. Justement, le 8 août quand même 2017. Ouais, ça a buzzé, ce truc-là a buzzé. Tu fais quand même la course de ta vie. T'attaques à 250 Ouais, mètres de l'arrivée. c'est vrai. Tu rends fou Stéphane Diagana. Va être champion du monde! Champion du monde! Champion du monde! Au commentaire. T'arrives devant Nelson Montfort. T'es avec Renaud Lavillenie à ta droite, à tes côtés, non? En zone mixte, il me semble. Pour l'interview, je crois que vous êtes deux. Ouais, peut-être que c'est Renaud, je sais plus. Vous êtes deux, ouais. Et donc Nelson te donne la parole. Là, tu pars dans une imitation spontanée. Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Bah non, mais en plus, je le faisais de temps en temps avec des potes, ça me faisait marrer. Donc là, c'est sorti tout seul. Après, je pense que les gens et les speakers aussi ont réagi comme ça parce que personne s'y attendait, même moi. Bien sûr. Et c'est ça le principe d'un buzz ou alors d'un effet soudain. Au départ, tu avais prévu l'attaque? Mais non, mais j'ai failli me faire éliminer en demi-finale. Je suis sous-antien. Même moi, j'y crois pas, tu vois. Avec 2 mois avant, enfin même encore 3 semaines avant, avec mon coach, à chaque séance, on se regarde, on se dit si tu vas au championnat, il va se passer quoi? Tu vas te faire éliminer en série, tu n'iras même pas en demi-finale. Et finalement, je me retrouve en finale avec une composition de, je sais pas, de personnes qui sont en train de s'entretuer, ils se donnent des coups, et moi, je me retrouve derrière. Je me dis non, hors de question, cette odeur, je la connais trop. Si je suis pas acteur maintenant, je vais me faire 8e encore. Je la connais trop, cette place, et tu donnes tout. Après, ça part sans trop comprendre pourquoi je me retrouve devant. Enfin, si, je me dis, je vais me retrouver devant, mais je m'en fiche de la fin de la course. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là, dans la dernière ligne droite, c'est un grand écran, en fait. Bien sûr. Un peu comme là, Lobster, tu as des gros yeux, c'est toi qui les regardes. Et à la fin, tu sais avec la perspective que je savais que j'allais gagner, en fait. Parce qu'ils étaient trop loin et je craquais, mais j'ai pas assez craqué pour qu'ils me dépassent. Donc c'était plus un effet de surprise qu'autre chose. Si tu veux, j'avais pas le niveau pour gagner. J'ai gagné par un coup de poker, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, à la fin, on voit que tu mets le doigt comme ça, tu te demandes Ouais, si parce c'est que, toi, parce quoi. que je comprends pas trop. Normalement, ça passe pas, ça. En plus, je l'ai déjà tenté. Ce coup-là, je me fais ramasser dernière ligne droite, quoi. Je l'avais tenté des dizaines de fois en meeting, elle n'était jamais passée. La fille qu'elle passe Ouais, là. elle passe au bon moment. Ouais. C'est ça, en fait, le principe aussi de l'effet de surprise. Après, je dis que c'est un coup de poker, mais c'est des années d'entraînement. Tu vois, j'avais fait 4e au jeu l'année d'avant, mais il se trouve que tout le podium des jeux n'était plus là. Il y en avait un qui avait pris sa retraite, l'autre qui était blessé. Ah, tu sais, dans le sport, on dit les absents ont toujours tort. Donc, Ça va vite, on ne ouais. démérite pas. Hein. Les championnats, ils sont là, justement. On s'en fiche de savoir quelle équipe sera là ou pas dans le foot, tu vois. Peu importe. Le lendemain matin, tu fais la une de l'équipe. Un rêve de boss, Oui, c'est le titre. je me souviens. Comment tu gères cette... du coup, tu parlais de pic de notoriété là tout à l'heure. Là, on est clairement dedans. Tu le gères comment? Toi, tu t'en souviens un petit peu ou pas? Ça te tombe un peu dessus comme ça? Bah, en fait, oui, ça te tombe dessus, mais on essaye d'être à l'écart de ça, mais tu as les médias qui t'appellent, donc tu es obligé de toute façon de faire la tournée des médias. Alors, pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, on est aidé déjà un petit peu par ton cercle proche. Moi, j'ai jamais voulu vraiment mettre mes parents dans la boucle. Et ils s'investissaient de manière simplement à venir me supporter dans les grands championnats, mais ça s'arrêtait à ça. Et après, tu as un attaché de presse de la fédération, donc qui t'accompagne, il t'appelle, il dit bon bah alors ce jour-là, il faudra faire ce média, celui-là, France 2, ça sera là. Voilà, en fait, tu fais ta tournée des médias et en fait, ça diminue quand même assez rapidement. Hein. Oui. Voilà, si tu fais rien, si tu n'entretiens pas ce buzz, il se passe plus rien derrière, quoi. Et moi, j'ai jamais, ouais, malgré ce que les gens peuvent penser de moi, c'est pas les médias, ça m'a jamais attiré. Voilà. Et tu te rappelles de ta... Du coup, hors médias traditionnels, mais de ta... Est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu avais déjà ouvert genre un compte Instagram ou un truc comme ça? Est-ce que tu te rappelles de tes débuts sur Internet, entre guillemets? Des débuts surtout- sur Internet, et surtout, c'est le pourquoi- youtubeur connu, Ouais. alors que pas du tout. Pourquoi tu avais voulu te créer ça aussi? Alors aujourd'hui, ça paraît évident, mais tu vois, il y a 10 ans... En fait, je sais pas, comme tout le monde, Instagram, ça m'a plu parce que tu regardes tes potes, tu regardes les gens, je sais pas, tu peux tout faire en fait. Maintenant, bon, on scrolle de partout, c'est terrible, et je fais partie de ces gens-là aussi. Mhm. Mais j'ai jamais été le plus actif du monde sur Instagram, justement. Peut-être que ça m'a d'ailleurs fait défaut. J'avais mon agent de l'époque qui me disait, on était en 2012, hein, il me disait, écoute, c'est l'avenir. 2012? 2012, il faut absolument avoir une récurrence sur ce truc-là. Il te faut un compte, machin. Et Et toi, tu il comprenais était pas visionnaire, le gars. Et moi, j'en avais rien à foutre. Ça m'a jamais attiré de raconter ma vie et encore moins parler de l'athlé. Moi, l'athlé, je le vivais. Ce qui m'intéressait, c'était de courir contre les gens qui avaient la même passion que moi. Tu vois, on se réunissait et puis en plus, l'athlé, t'es 90% du temps à t'entraîner. Mhm. Il n'y a que 10% à la fin de ta saison où tu peux faire t'exprimer. C'est pas comme au foot où tu as déjà des championnats avec des compètes toutes les semaines. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, on est très libre. Et moi, j'aimais pas... c'est un moment où tu peux faire ce que tu veux. Et les gens, aujourd'hui, ils ont très bien compris qu'ils n'avaient pas trop le choix, en fait. Et donc, j'ai vu cette transition malsaine, que moi, je trouve malsaine, avec les sponsors qui avaient des fiches d'athlètes. Au début, c'était parce que le mec, il y avait un potentiel, il va potentiellement être champion du monde un jour. On le prend, il faut absolument qu'on le signe. Voilà comment réfléchissaient les marques. Petit à petit, ça c'est rentré dans un système. Ah lui, il a 60K sur Instagram, il peut être pas mal parce que je pense que là, il bouge bien. En plus, il a des thématiques intéressantes. Lui, dans 2 ans, il est à 300K, il faut le prendre. Et petit à petit, alors je me souviens de certaines marques que je ne vais pas citer, elles prenaient des influenceurs et de moins en moins, enfin la fraction, si tu veux, entre les sportifs et les influenceurs bougeait, Ouais. bien entendu, Et tu voyais au qu'il y avait- détriment des sportifs. Ouais. Tu vois qu'il y a un calcul qui commençait en fait à entrer en compte dans les choix par exemple de ces marques-là pour... Elles n'avaient pas le choix parce Ouais, que bien ça sûr. leur rapportait plus, tout simplement. Ils fonctionnent au profit, plus qu'autre chose. Donc voilà, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui parce que j'ai arrêté ma carrière et puis à la fin de ma carrière, j'avais pas forcément des gros sponsors. Ouais. Donc voilà, c'était un peu du système D, ça m'allait très bien aussi parce que ça te remet les pieds sur terre, tu vois, Authentique. de savoir comment ça se passe le sport de haut niveau sans gagner d'argent, tu vois. Alors, c'est pas que j'en gagnais pas du tout, il y avait toujours alors justement, moi j'avais créé des choses à la fin et je donnais beaucoup plus à des plus petits
Ouais. mais qui m'accompagnait plus, qui y croyait pour de vrai, plutôt que certaines représentations avec des sponsors qui te donnent beaucoup, mais qui s'en fichent un peu. Ils ont besoin de toi pour un shooting photo, un truc, ça leur va. C'est en mode usine un peu. Ouais, clairement. J'ai rien contre ça au final, hein, parce qu'on a besoin d'eux. Et ça m'a fait investir, je sais pas, ça m'a fait acheter un appart. Voilà, je te dis, on gagne pas des millions dans l'athlé quand on s'en sort. Et ça dure pas longtemps. Mais ça te permet aussi de voir la différence entre gagner de l'argent un petit peu et ne pas en gagner. Je comprends. Tout à l'heure, tu me disais que. Donc, tu me dis que tu n'es pas hyper actif sur les réseaux, mais tu disais quand même que tu avais quelqu'un avec toi qui t'aidait pour tes vidéos. J'ai vu que tu t'étais aussi lancé sur TikTok. C'est ce quelqu'un qui t'a dit de le faire ou c'est toi? Il y a eu plusieurs choses. Ma carrière, elle s'est, au niveau de mes cercles, elle s'est scindée en deux. Donc, j'ai eu la première partie jusqu'à 2012-2020, en gros, il y avait ce fameux agent qui maintenant est un peu agent dans le foot et tout, et qui était vraiment visionnaire. Donc, il avait une vision globale du truc. Il avait très bien compris que c'était avec Instagram que ça se passait. Et il s'arrachait les cheveux avec moi parce que j'y arrivais jamais. Je peux te faire des petites blagues comme ça. Tourne cette table, c'est intéressant. Je peux regarder les questions. Attends, je vais regarder. Et donc, tout ça pour te dire que il a fini par lâcher prise. Il a abandonné. Ouais, parce qu'en fait, moi, si tu veux, ça allait très bien dans l'athlé. Je gagnais pas forcément beaucoup en followers. Je m'en fichais complètement. Et c'était pas quelque chose que les marques me reprochaient. En tout cas, elles me le disaient pas directement. Donc, si tu veux, moi, je procrastinais sur ça et ça m'allait très bien. Et puis, il y a une deuxième partie de carrière où là, j'ai voulu arrêter. J'ai commencé à m'engager pour l'environnement. J'ai commencé à être sensible sur ces sujets-là. Et en fait, j'ai composé une nouvelle équipe avec d'autres amis. On a essayé de créer une chaîne YouTube. Donc, t'es accompagné pour ça. Avec le fil rouge, ça restait quand même... on avait appelé ça Boss 2024, donc je visais les Jeux de 2024, que je n'ai pas fait. Mais l'idée, c'était... Que tu as fait différemment. Que j'ai fait différemment, absolument. Ouais. Et donc, on lui a envoyé des vidéos. Donc, on a carrément investi dans un vidéaste qui était un de mes potes, en fait. Moi, je ne peux bosser qu'avec mes potes, j'ai l'impression, sinon ça ne marche pas. Et donc, on avait ce système où il venait en stage, on essayait de faire un peu d'inside, voilà, et puis après de faire des short vidéos dans les TikTok et tout, mais c'est jamais moi. Je sais même pas publier une vidéo sur TikTok, sans déconner. Je sais pas monter, je sais pas. T'en as quelques-unes qu'on t'appelle million, hein. T'es au courant? Quoi? T'en as quelques-unes qu'on t'appelle million quand même. Ah ouais? Tu vois, ça, je sais pas. Je te le dis. Lesquelles? Je les ai pas en tête, mais elles sont épinglées en haut de ton profil. Je crois qu'il y en a une où je pourrais te montrer mon portable, tu rigolerais, je n'ai pas le code de mon TikTok. Véridique. C'est vrai, tu vois, Instagram, il y a quelqu'un qui a mon compte Instagram relié. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoie un message, il reçoit aussi les messages que je reçois. Sur la médiatisation du sport et de l'athlétisme, on voit que ça commence à bouger. Il y a une série Netflix qui est sortie sur les sprinters. Au niveau du running et du trail aussi, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. On parlait en antenne de Mathieu Blanchard, tu vois. Il fait partie de ces personnalités qui sont devenues aussi des créateurs de contenu à part entière, quoi. Toi, tu le vois comment, cette démocratisation, tu vois, je sais pas, parce que toi, à ton époque, l'athlé, comment c'était vu de l'extérieur? Est-ce que c'était aussi sexy peut-être qu'aujourd'hui peut être le running, tu vois, ou l'ultra trail? Le monde du trail a été complètement perverti. Moi, à la base, le trail, j'adore, si tu veux. C'est courir en montagne. Là, on vient de faire un GR. Je t'avais dit, le GR20, je trouvais ça extraordinaire. C'est pour toi à la base que tu fais ça. Je comprends pas l'idée de compétition, tu vois, avec deux autres. Alors, en plus, au niveau des déchets et tout, ça a été vraiment catastrophique. Ça va un petit peu mieux maintenant. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi tout le monde veut absolument faire la même chose maintenant. Aller préparer ce truc, le montrer absolument sur Instagram. Parce qu'il y a aussi beaucoup de marques qui se mettent dedans aujourd'hui. Ouais, mais les gens, ils n'ont pas forcément le niveau pour, donc du coup, ils vont se blesser, tu vois, ils font pas les choses bien. Il y a un côté bien parce que les gens se bougent beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est très bien. Mais faut le faire pour les bonnes raisons déjà, et puis faut le faire. Par exemple, tu parlais du marathon de New York. J'adore, je pense qu'il y a une énorme ambiance et tout. Moi, je comprends pas le principe de payer autant pour aller faire un marathon. Tu vois, je préférerais aller faire le marathon de Dijon si on me proposait, tu vois, et te payer 50 balles, tu vois. Ouais, ça me plairait plus. Mais c'est pas du tout un mépris que j'ai. C'est juste que je comprends pas le principe de payer autant pour courir. Ouais. Alors qu'à la base, courir, c'est juste pour se faire du bien, quoi. Juste sur les JO de cet été, qui ont été quand même exceptionnels. Ouais. Alors évidemment, toi, tu avais le projet d'y participer et tu y as participé du coup d'une autre manière en tant que consultant pour RMC. Ouais. C'était comment d'être au bord de cette piste mauve
Elle est Dans belle, la- dans- très ouais, belle, très belle. Très belle, ouais, dans la zone mixte. Comment t'as vécu le truc de l'autre côté du micro, en fait? Toi, tu t'étais préparé ou t'es allé en mode YOLO Alors moi, ils m'ont contacté rapidement quand j'ai arrêté. Quand j'ai annoncé la fin de ma carrière, j'étais sur RMC et puis ils m'avaient dit écoute, si un jour ça peut te botter, je pense qu'il y a une passerelle à faire. En tout cas, les JO, on pourra penser à quelque chose. Donc déjà, ça avait trotté dans ma tête et ça a permis pour moi de faire la transition plus facilement. Et tu sais, quand ça trotte, après tu te dis la cérémonie, ça fait mal, tu vois. J'ai eu quelque chose. de les voir sur le bateau? Ouais, et les tout. voir sur le bateau, t'es pas dans le coup. Et je me suis dit, ouais, quand même, finalement, je vais me risquer à avoir un peu de peine quand je vais devoir interviewer les athlètes, peut-être aussi ceux qui font la discipline que je faisais, c'était le 800. Ça va peut-être me faire du mal, tu vois. Ça va me faire du bien de les voir parce que c'est des potes hein, pour la plupart. Donc je suis content de les voir en équipe de France, je suis content de les voir briller. Mais à titre personnel, voilà, on a toujours cet ego. On est toujours forcément un petit peu dedans, quoi. Et il se trouve que c'est l'inverse qui s'est passé. T'as J'ai kiffé pris au beaucoup max. de plaisir. Ouais. Et très rapidement, dès le premier jour, en fait, j'ai cette capacité à déconnecter. Je ne pensais pas qu'elle était possible chez moi. Aussi T'as vite. switché dans le cerveau, Ouais, t'es en rentré fait, dans ton rôle, quoi. Je suis rentré dans le personnage, en Ouais. fait. Et donc, ça m'a fait du bien de les revoir tous, quoi. Ouais. Donc, en plus, il y a une nouvelle génération que je ne connaissais pas, pétillante. Alors, évidemment, ça n'a pas fait... on aurait aimé plus de médailles de leur côté parce que En athlète, ouais. ça reste le sport roi, on va dire, pour les JO. Et ça s'est pas super bien passé pour eux. Donc, Et sur les JO, j'aurais aimé les voir avec plus de sourire, tu vois. Ouais. Et malheureusement, en athlète, donc, quand même quand tu es deuxième, c'est déjà une défaite. Tu vois, t'as recroisé Nelson ou pas en zone mixte? Oui, j'ai recroisé Nelson. Ouais, j'adore Tu l'as Nelson. salué? Bah, bien sûr, j'adore Nelson. Magnifique. Ouais, Et les JO en j'ai pas général? osé imiter à nouveau quand même. Non, non. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Sur The Clean Project, du coup, donc ton nouvel engagement, enfin pas vraiment nouveau, mais ton engagement en tout cas actuel. Ouais. Donc c'est une association qui lutte contre le réchauffement climatique. On peut le dire un peu, on peut le présenter un peu généralement Ouais, comme ça, hein. et notamment la pollution. Alors toi, tu dis que tu as eu un peu un déclic quand tu as compris, enfin en tout cas quand tu as remarqué la pollution au mégot. C'était un peu ça le déclic que tu as eu? Alors, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, il y a plusieurs déclics en fait. C'est des prises de conscience qui viennent petit à petit, si tu veux. Quand tu es. L'avantage de l'athlète, c'est que tu peux faire des stages un petit peu partout. Et donc, j'ai vu des choses dans certains pays, par exemple. Alors, les déchets en France, c'est omniprésent. Hein. Par exemple, les mégots, tu vois, ils sont tellement là que les remarques c'est même plus presque presque. invisible en fait. Donc, il n'y a que quand tu fais des clean-up, justement, qu'après tu te rends compte de ça. Mais dans certains autres pays, waouh, tu es en train de faire un footing dans T'as un un endroit un souvenir peu en paradisiaque. Au Maroc, par exemple, j'aimais beaucoup aller au Maroc. On allait à Agadir, par exemple, tu vois, sur le long du Remblai, c'était magnifique. Mais tu as toujours des petits déchets qui traînent et tout, qui pour gâcher le paysage. Je me souviens à La Réunion, on avait fait un stage là-bas. C'est pareil, tu es dans les terres, justement, les mecs qui font du trail et tout, ils laissent tomber leur truc. J'ai jamais compris, en fait, comment c'est possible. C'est-à-dire que tu fais du sport Dans la pour nature. pour te faire du bien, ça veut dire que tu aimes la nature. Tu vas pas dans une salle sur un tapis. Et tu te dis, je vais déposer un truc. J'ai jamais vraiment compris, tu vois. On a tous fait des conneries, si tu veux. Je me souviens, quand j'étais jeune, je jetais mes chewing-gums par terre. Un jour, il y a un pote, il m'a dit 12 ans. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle a 12 ans, on va se dégrader, tu vois. Et après, t'es con une fois, puis tu recommences plus. Donc ça, c'est les premières prises de conscience. Et puis, la deuxième, elle est arrivée après les Jeux de Tokyo. C'est Brian Cantero, donc mon acolyte dans The Clean Project, qui est le vice-président de l'asso, et qui était ambassadeur du World Cleanup Day. C'est une asso en France qui s'occupe que de ça. Et voilà, leur idée, c'était de ramener un petit peu le concept de plugging. Donc, tu vas courir, ramasser des déchets en même temps. Donc, il y avait un groupe de coureurs qui se réunissaient, c'était 30-40. Et un jour, je me suis greffé à ça. Ils envoyaient les déchets à la municipalité, à des collectifs, machin, qui revalorisaient. Je m'y intéressais pas trop, si tu veux, mais moi, c'est surtout la réaction des gens dans ce clean-up qui m'a perturbé. Donc, tu as des gens qui t'applaudissent, tu as des gens qui viennent, ils disent, ouais, il y en a un là, juste là. Ouais, de l'entraide, quoi. L'inverse. Tu as de l'entraide, mais tu as aussi, ouais, bon, c'est bien ce que vous faites, moi je le ferai jamais. Hein, ça, Ah, tu le ouais, sens dans leur ok. regard, tu vois. Ok. Et en fait, à la fin de ce clean-up, je me suis dit, oula, il y a un truc à faire. Ouais. Je ne sais pas comment, et il faut utiliser le prisme du sport, ça c'est sûr, mais il faut rajouter du fun. Ouais. Et en fait, c'est de là qu'on a eu l'opportunité après de fil en aiguille, sous format de festival, de rassembler des gens, tu vois.
à faire ça en fait. C'est juste une initiative citoyenne où en fait on voit l'écologie de façon un peu différente avec voilà, vous allez vous bouger avec nous pour faire quelque chose qui n'est pas drôle, mettre la main dans le cambouis pour ramasser des déchets, ça ne viendrait à l'idée de personne. Mais quand tu le transfères en jeu, donc tu as une appli qui est reliée, tu vois, disons que tu as 500 personnes qui se challengent avec des équipes de 15, on leur met un leader d'opinion, qui va être un sportif, un acteur, un influenceur, machin. Et pendant 3 heures, il y aura des zones de collecte dans la ville avec une grande carte en A0 où tu auras des pastilles. Ah bah tu vois, à cet endroit-là, vers Beaubourg, c'est ça parce que vous êtes là. Il y a plein de mégots à cet endroit-là, donc il y aura des stratégies différentes. Tu vas avoir des points en fonction de ça. Donc on fait plastique, mégots et canettes parce qu'on peut les revaloriser derrière. Et donc le prochain, là, c'est à Lyon. Ouais, 18-19 octobre. En octobre, mi-octobre. C'est à la place Bellecour, absolument. Donc on a deux belles journées pour l'environnement. Trop cool, trop bien. C'est noté. Voilà, bah vous êtes les bienvenus, les gars. Et ben, le message est passé. Quick question du début. Alors, est-ce que j'ai déjà rencontré un autre Pierre-Ambroise ? La mémoire. Eh bien ouais, c'est ça la première. Je crois que c'est la première. Alors, réponse. Et oui, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Pierre-Ambroise. Alors je sais plus, mais va savoir comment et pourquoi. Le mec c'est B aussi. Donc c'est un autre PAB carrément. Pierre-Ambroise quelque chose. Et donc je l'ai rencontré à Vitry-sur-Seine. J'espère qu'il va voir cette interview, ça serait extraordinaire. On était au Kilowatt. Ça te parle ? Pas du tout. C'est un open air, musique électro et tout. Donc, je l'ai croisé. Il s'est levé comme ça. Il m'a dit Pierre-Ambroise. Je dis oui. Il me dit je suis Pierre-Ambroise. Je dis non, c'est moi Pierre-Ambroise. Il me dit oui, mais moi aussi. J'ai dit on est Pierre-Ambroise. Excellent, beau souvenir. Ouais. C'était. Il faut que je revoie ce mec absolument quoi. Ouais. Deuxième question terrible. J'ai déjà oublié. Donc, combien de sessions je fais par jour ? Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième celle-là ? C'est la deuxième. Mais c'était combien de sorties par semaine ? Ah, par semaine, pardon. Oui, par semaine. Donc mes sorties d'athlète ou sorties tout court de sport ? Non, de courir. De courir, alors j'en fais 3, mais quand je prépare l'Aerox, je tape 2 muscu et une autre session, mais 3 sessions de course. Un fartlek court, un fartlek long et une séance de côte. L'athlète dont on n'entend pas assez parler aujourd'hui. Oui, pas assez parler dans l'athlète. Déjà, Gabriel Tual, dans ma discipline, tout simplement. Lui, il a 6e au JO, là. 6e au jeu, une 41 au 800. Il est quasiment... son prochain objectif, c'est le record du monde, quoi. Donc, quel âge il a ? Il a, je sais pas, 26 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois, il a fait, déjà au niveau chrono, il a fait mieux que moi. Il est champion d'Europe. Je n'ai jamais été champion d'Europe. Tu étais champion du monde ? Champion du monde, mais si tu veux, ma notoriété, même avant, était presque plus haute que la sienne, parce que j'avais fait 4 jeux, j'avais parlé d'un chat, si tu veux. Donc, tu vois, lui, il est peut-être un peu moins médiatisé. Enfin, il s'en fout sûrement d'ailleurs des médias. Et lui, ce qu'il veut, c'est gagner les JO. Et donc, en fait, aujourd'hui, la perf, elle suffit pas. Et ça fait partie des gens qui devraient être déjà beaucoup plus connus, quoi. 4e question. Le sport que tu aurais adoré faire à part l'athlète ? J'aurais adoré faire du bad, mec. En mode pro ? Ouais. Et puis hyper dur en cardio. J'adore ce sport. Pas tellement, en fait. Ah bon ? Non, moins dur que l'aviron, l'athlète ou la natation, tu vois. Mais c'est un jeu, déjà. Oui. T'as la notion ludique, quoi, du truc. Ouais, ça m'aurait plu. Ouais. Ça va vite. Ta plus belle imitation, c'est laquelle à part Nelson ? T'en as une ou pas ? Alors, à l'époque, j'imitais Franck Dubosc. Ah ouais ? Hey, salut Hipster, c'est Franck Dubosc. Tu en as marre d'être à la mode ? À ta mode ? Viens ici faire l'interview. Pour toi, public, je vais devenir ringard. Il y a un petit truc ou pas ? Complètement, ça fait longtemps que bel rêve pour toi, public. Hein. Ouais. Ça. Tu sais qu'un jour, je l'ai croisé dans un avion. Non, t'as craqué ? Ah putain, il était à côté de moi. Mais pas à côté de moi, tu sais, de l'autre côté du couloir. Et il met sa valise dans son truc, là. Et je lui fais « Hey, salut, c'est Franck !» Je m'arrête comme ça. Tu sais ce qu'il me fait ? Il se retourne. Et il s'arrête. Il se remet à sa place. J'étais hyper malaisant, mec. J'étais dégoûté. Je me suis dit, je l'ai pas respecté, ça se trouve, alors que moi, je trouvais ça hyper drôle. Et il était en vacances pour qu'il voulait être Je l'ai peut-être pas le fait, tu vois. Il voulait être peinard. Non, mais après, il a fait des photos avec les hôtesses et tout. Donc, je me suis dit que il était plutôt abordable. En vrai, j'ai juste pas pris du bon côté, quoi. Bon, je sais pas, moi, t'imagines, il y a un mec qui arrive, il timide dans la rue. Tu trouves ça drôle ou pas ? En vrai, ouais. Moi, ça me fait rire. Ça veut dire que déjà, le mec, il s'est intéressé à toi, tu vois, pour t'imiter. Qui t'aime bien, quoi. Ouais, certainement. Bon, écoute. Merci, PAB. Merci à vous. D'avoir pris quelques minutes avec nous. C'était très cool de discuter avec toi. Et on te voit à Lyon mi-octobre pour The Clean Project. Le prochain, c'est toi. Hein. D'accord. Je vais tourner la table, j'aurais préparé des questions. On va te cuisiner. Hein. Ok. On vous attend nombreux, voilà. Le message est envoyé. Ok. Merci, Absurde. Super.
Cheers.